Merci, Madame et Monsieur les présidents de la séance. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, euh, la PRT et la Société marocaine de pédiatrie de m'avoir donné cette occasion pour vous parler des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et surtout, donc en quelques minutes, c'est pour répondre à cette question. Quand y penser et que faire? Parce que c'est très, très important. C'est une question qu'on doit se poser tout pédiatre généraliste pour essayer, bien que c'est des maladies qui ne sont pas très fréquentes, mais la fréquence elle est en augmentation, il faut savoir diagnostiquer pour réduire un petit peu le retard diagnostique et l'errance diagnostique et la prise en charge de ces enfants-là. Donc, l'objectif principal de cette présentation, c'est pas de vous faire un cours, mais c'est de dresser un parcours de soins d'un enfant qui est suspect d'avoir une MICI, comment le bilanter et comment le confier à un spécialiste pour la prise en charge. Donc, tout en signalant la lourdeur de la prise en charge de ces enfants-là, et c'est des maladies surtout qui posent un problème de prise en charge, c'est des prises en charge qui sont très lourdes. Et d'autres objectifs pédagogiques, c'est d'essayer, à travers cette présentation, d'identifier, de connaître les différents types d'EMICI et surtout de décrire un petit peu la présentation clinique et les signes d'appel qui sont très importants à connaître. Donc, c'est des rappels, c'est des messages que j'essaierai de passer au fur et à mesure de cette présentation. Les recommandations pour l'évaluation, comment évaluer un enfant suspect d'avoir une MICI, qu'est-ce qu'il faut faire à l'interrogatoire, à l'examen, et quel bilan demander, d'autant plus qu'actuellement, on a tout un arsenal d'outils diagnostiques avec la calprotectine, les ONCA, les ASCA, l'imagerie, l'endoscopie. Donc, il faut savoir les hiérarchiser pour un diagnostic précoce et pour le confier pour un centre spécialisé pour le complément de bilan, en particulier l'endoscopie, qui est une partie incontournable pour le diagnostic. Et bien sûr, on va sortir avec avec les particularités pédiatriques des MICI, qui sont très importantes à connaître par rapport à ce qu'on a appris chez l'adulte. Donc, les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin, donc on groupe sous ce nom-là la maladie de Crohn, la RCH, la rectocolite hémorragique ou la colite ulcéreuse. Et quand on n'arrive pas à faire la différence, on parle de colite indéterminée. Et dans ce cas-là, c'est l'évolution qui va trancher soit vers une maladie de Crohn ou une RCH. Pourquoi on le regroupe? Parce qu'il y a quand même un dénominateur commun entre les différentes maladies. Tout d'abord, c'est des inflammations chroniques de type digestif. Ils partagent les mêmes facteurs pathogéniques. Et c'est des états précancéreux. Donc, ces patients-là, donc, ils font plus de cancers digestifs par rapport à la population générale. Et ils répondent au même arsenal thérapeutique, à savoir les anti-inflammatoires et les immunomodulateurs. Quelques définitions, c'est pour connaître un petit peu même les différentes particularités et même la symptomatologie et l'intérêt de certains thérapeutiques. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire qui peut toucher tout le tube digestif, depuis la bouche jusqu'à l'anus. Et c'est une maladie et c'est une atteinte qui est transmurale. Donc, elle touche presque toute la paroi digestive. Et de façon parfois multifocale. Donc, on peut avoir des ans saines, des ans atteintes. Et quand on a la chance, quand on fait des biopsies, on peut tomber sur un élément qui est pathognomonique, c'est ce granulome, mais ce n'est pas toujours le cas pour vous dire la difficulté diagnostique, même quand on arrive à faire des biopsies. La rectocolite hémorragique ou la colite ulcéreuse, c'est une atteinte inflammatoire qui touche essentiellement, qui commence par l'atteinte du rectum et avec donc une extension vers le haut. Et c'est une atteinte essentiellement superficielle. C'est la muqueuse et la sous-muqueuse qui est atteinte. L'atteinte, elle touche uniquement le côlon, sauf dans certaines situations, dans 10 à 20%. Donc, on peut même avoir une atteinte de la dernière anse iléale. On parle, dans ce cas-là, d'énulite de reflux. Et quand on n'arrive pas à faire la différence entre ces deux entités, donc on parle de colite inclassée ou indéterminée.
les différentes maladies, donc la particularité, c'est qu'ils évoluent par poussée et rémission. Donc, c'est des maladies chroniques et on explique ça aux parents. L'objectif de traitement, c'est de maintenir cette rémission et de la prolonger pour avoir une qualité de vie qui est acceptable. En pédiatrie, donc actuellement en classe, donc on a plusieurs sous-types et c'est très important surtout pour la prise en charge thérapeutique et pour la compréhension et pour le mécanisme physiopathologique. Donc on parle des maladies les MICI pédiatriques, les MICI ADB pédiatriques, quand ils surviennent chez l'enfant de moins de 17 ans. De moins de 10 ans, on parle des maladies, des MICI précoces, Early Onset IBD. Moins de 6 ans, c'est les Very Early Onset IBD, donc c'est les très précoces. Et on peut même voir ces pathologies chez le nourrisson. On parle dans ce cas-là d'Infantile Onset IBD. Et chez le nouveau-né. C'est vrai, c'est des cas rares, exceptionnels, mais quand ils sont là, ils sont sévères. Et concernant une autre particularité, je parle sous le contrôle de mon ami Sebo Sfeha. Donc, chaque fois qu'on descend dans l'âge, c'est plutôt des maladies génétiques, polygéniques, voire même monogéniques. Il y a que Sebo Sfeha. Un mot sur la physiopathologie. Donc, il y a la prédisposition génétique, il y a les facteurs environnementaux, il y a le microbiote, dont on parle beaucoup, il y a la réponse immunitaire. Et on peut résumer ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin de cette façon-là. Donc, chez un sujet qui est prédisposé génétiquement, et à l'occasion de certains facteurs environnementaux, donc on fait une réaction dysrégulée vis-à-vis d'un microbiote qui est altéré. Donc voilà, donc ça résume un petit peu la physiopathologie de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et pour le microbiote, donc c'est des études qui sont démontrées que la dysbiose elle est très importante et surtout donc on constate que un type de germe qui est bénéfique pour l'organisme et il est très diminué dans ce cas-là, c'est l'Epicalobacterium pronsnici. Donc voilà. Donc pour la génétique, pourquoi j'insiste sur la génétique, c'est pour exploiter un petit peu cette donnée. Quand vous avez un enfant qui présente des douleurs abdominales, des diarrhées, s'il y a un cas dans la famille, surtout dans la fratrie, donc il faut s'acharner à bilanter, à aller dans le sens d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Pour l'épidémiologie, vous savez tous qu'il y a un gradient nord-sud, donc c'est vrai, c'est une maladie des pays industrialisés, mais on commence à en voir. Mais surtout, les grandes séries, c'est les pays nordiques, l'Europe et l'Amérique du Nord. On a constaté une augmentation de la fréquence, surtout de la maladie de Crohn, et une stagnation concernant les RCH. Et voilà quelques données épidémiologiques, c'est important à retenir, que 5 à 10% des patients développent une MICI pendant l'enfance, avant l'âge de 17 ans. Et une grande partie, c'est entre 6 à 2 ans, donc 48% de ces maladies pédiatriques, donc c'est l'âge de 6 à 12 ans et 13 à 18 ans, à 17 ans. La particularité également de ces maladies, c'est qu'il semble la fréquence augmenter et chez l'enfant par rapport à l'adulte, c'est souvent, donc c'est une atteinte intestinale qui est étendue d'emblée. Par exemple, le RCH, la majorité des cas en pédiatrique, c'est une pancolite. Et la même chose pour l'atteinte en cas de la maladie de Crohn. Et c'est des maladies qui ont une progression clinique qui est rapide et sévère par rapport à l'adulte. Une autre particularité, c'est le retentissement important sur la croissance, d'où l'intérêt des traitements nutritionnels dans la prise en charge des MICI pédiatriques. Le délai diagnostique, c'est vrai, il y a toujours souvent un retard diagnostique, surtout pour la maladie de Crohn. Vous avez ici différentes séries, bien que c'est ancien. Donc, maladie de Crohn, c'est 7 mois environ. Souvent, le diagnostic différentiel qui persiste dans notre contexte, c'est entre le Crohn et la tuberculose.
Le RCH, le délai est moindre parce que la manifestation qui est assez fréquente, c'est la rectorragie et le sang fait peur aux parents, donc ils consultent rapidement. Et voilà, donc l'âge moyen, c'est 11 ans, donc on se rappelle la description des différents types en fonction de phénotypes pédiatriques. Voilà donc une vignette clinique donc d'un enfant, d'une fille qu'on a reçue, Yousra, âgée de 13 ans, sans antécédent particulier, qui présente depuis 2 ans une tuméfaction anale, avec des douleurs à la défécation, rectorragie, une fièvre récurrente, des sueurs nocturnes, un amaigrissement. Il consulte dans le centre hospitalier de sa vie. Il avait bénéficié d'une rectosigmoïdoscopie qui a parlé d'une congestion périanale et ils ont fait une biopsie de la tuméfaction. L'histologie a conclu un granulome épithéloïde et gigantocellulaire sans casium. Donc, elle a été considérée comme tuberculose parce qu'il y avait une atteinte cutanée, donc périanale, sans symptomatologie digestive apparente, importante. Elle a été traitée comme tuberculose pendant 5 mois, mais sans aucune amélioration. Le pneumologue, donc, il a essayé de redresser le diagnostic, il nous a été réadressé. Et en faisant un petit peu l'interrogatoire, donc on a trouvé quand même, il y a cette diarrhée glérossanglante avec des réveils nocturnes. Et à l'examen, donc un poids à moins des déviations standards, le reste rien de particulier. L'examen de la région périanale, donc il montre une fistule à 7 heures, une fissure et des formations polypoïdes. Il y en a le stade de Tanner est à 3, le reste est sans particularité. On a fait tout un bilan, donc en pensant à une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il y a quand même un syndrome inflammatoire, une VS à 87 la première heure, la CRP à 44, une anémie inflammatoire, et puis une hypoalbuminémie, et l'échographie abdominale qui montre un épaississement pariétal digestif. Donc, circonférentiel et régulier, intéressant la dernière encéphaliale. Donc, c'est des signes qui sont très importants. Avec quelques ganglions mésentériques et une lame d'épanchement péritonéal. Voilà, donc le bilan il a été complété par une coloscopie, une fibroscopie haute. Donc, on fait systématiquement les deux, donc la fibro haute et la coloscopie. Donc, la coloscopie qui a montré des images donc en coup d'angle. Donc, ici, c'est des lésions aptoïdes avec ici des lésions ulcéreuses. Ça, c'est la fibroscopie haute, sans particularité. Et l'anapathe, donc, venait en faveur de la maladie de Crohn, en plus de données qu'on avait auparavant de médecins qui nous l'ont été adressés. Donc, juste pour vous dresser un petit peu la difficulté diagnostique de certains patients. La Société européenne de gastroentérologie pédiatrique, il avait émis quelques recommandations, donc c'est en 2005, pour essayer de voir un petit peu les signes d'appel auxquels il faut faire attention, en particulier les douleurs abdominales, la diarrhée, la présence de sang dans les selles et la perte de poids. Quand il dure plus de 4 semaines, ou bien si on a 2 épisodes ou plus pendant ces mois, en disant qu'il faut envisager le diagnostic de Mickey en cas de faible croissance, en cas de retard pubertaire, de malnutrition, de fatigue, d'anorexie, d'anémie et des manifestations extra-intestinales. Pour vous dire qu'il n'y a pas de signe spécifique, mais il faut essayer de composer ce puzzle donc en donnant l'importance à ces signes communs. Voilà, donc pour poser le diagnostic, c'est le raisonnement clinique que vous connaissez. Donc, à partir de certains symptômes et signes d'appel, il faut construire cette histoire clinique, faire un bon examen clinique, donc physique. On va voir les choses qu'il ne faut pas omettre, demander certains examens de laboratoire en hiérarchisant l'endoscopie et l'imagerie. Une autre vignette, une fillette de 8 ans, qui vous a été adressé pour les éléments suivants. Douleur abdominale, selle anormale, sang dans les selles, intermittente, perte de poids. Et l'examen cutané, vous avez ici le pyoderma gangrénosome, c'est des lésions ulcérées. Le bilan qui a été effectué par le médecin que vous l'avez
adressée. Donc, il y a une hypoalbuminémie, une anémie, celle avec de sang. Donc, et puis, quelle serait l'étape suivante? Donc, vous avez les signes cliniques, vous avez quelques données biologiques. Ça, c'est avant la calprotectine. Maintenant, tout le monde demande la calprotectine fécale et l'échographie. Donc, c'est des éléments qui doivent faire partie de cet arsenal de bilan. Voilà, pour reprendre, donc il y a l'examen clinique, il y a l'histoire, il y a la biologie. La biologie, donc on dispose des éléments qui peuvent montrer cette anémie inflammatoire, le syndrome inflammatoire, et les marqueurs fécaux. La calprotectine fécale, on va voir sa place, et puis certains marqueurs spécifiques sérologiques. Et quand est-ce qu'il faut les demander, qu'est-ce que l'importance à leur donner. L'imagerie, l'échographie, je vais y revenir, l'endoscopie qui est un outil incontournable. La présentation clinique, donc il n'y a pas de signes spécifiques, c'est des symptômes généraux, c'est l'anorexie, c'est l'asthénie, la perte de poids. Les autres signes, c'est les douleurs abdominales. Donc les douleurs abdominales, surtout c'est le Crohn, plus que les RCH. Et donc on a des caractéristiques cliniques en faveur de l'une ou de l'autre. La diarrhée également, donc la rectorragie, perte de poids, la fièvre, donc on va y revenir. Pour analyser, donc mieux analyser ces signes et ces symptômes, donc il faut voir le type de douleur abdominale. Il faut voir est-ce que c'est une douleur récurrente, type crampiforme. Donc quand l'enfant arrive à s'exprimer, c'est sous forme de crampe et surtout post-prandial parce que quand même il y a une inflammation de type digestif. Quand il y a un apport alimentaire, ça réveille les douleurs. La localisation, est-ce qu'il y a une localisation spécifique? Quand c'est plutôt la fosse iliaque droite, donc il faut donner de l'importance. Est-ce que ces douleurs sont soulagées par la défécation, surtout en cas de RCH, les ténesmes, les feux besoins? Est-ce que c'est des douleurs qui réveillent l'enfant? Donc, la diarrhée, la caractéristique de la diarrhée, est-ce qu'il y a ou pas une rectorragie? Est-ce que l'enfant se réveille la nuit pour aller aux toilettes? S'il y a des ulcères buccaux, donc il faut les prendre en considération et chercher les manifestations extra-intestinales. L'élément important, donc, qui est un petit peu gênant, c'est ces douleurs abdominales. Les douleurs abdominales en pédiatrie sont fréquentes. Vous avez ici les chiffres. Et le côlon irritable est très fréquent. Donc, comment faire le diagnostic à la part des choses? Donc, vous connaissez tous ces signes d'alarme, les clignotants. Donc, pour essayer de gager ce qui est trouble fonctionnel ou d'origine organique, vous avez toute une liste. Et en faveur d'une colite inflammatoire ou une MICI, donc une maladie inflammatoire de l'intestin, donc ce que vous avez en rouge, la localisation, quand c'est l'hypocondre, plutôt une MICI. Les saignements digestifs associés à ces douleurs abdominales. S'il y a un réveil nocturne, s'il y a des antécédents familiaux de MICI, s'il y a des atteintes extra-intestinales, en particulier l'arthrite, les arthralgies, les lésions périnéales, donc il faut bien examiner la région périanale, et les pertes de poids et la fièvre inexpliquée. Cette étude qui est très intéressante, donc il a essayé de dégager un petit peu des signes d'alarme qui font évoquer vraiment une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc c'est une série qui est très importante et ils ont étudié 29 éthènes et ils ont conclu à 7 algorithmes, c'est-à-dire un enfant qui présente des douleurs abdominales, s'il a une anémie, donc clinique et biologique, associé à du sang dans les selles, rectorragie, à une perte de poids, vous avez 94% de chance ou de malchance d'avoir une MICI. Donc, quand on essaye de prendre un petit peu ces enfants-là qui présentent de douleur abdominale, il faut voir est-ce qu'ils sont associés à une pâleur, à une anémie. S'il y a une rectorragie, on peut même demander la présence de sang dans les selles. Donc, il y a les laboratoires qui les font. S'il y a une perte de poids associé, il faut faire attention. Donc, il faut explorer l'enfant dans ce sens-là et l'envoyer pour une exploration endoscopique. Voilà, donc j'ai déjà parlé
des différentes manifestations extra-intestinales tout à l'heure. L'arthrite et les arthralgies, ils sont fréquents. Ils touchent essentiellement les grandes articulations. Les atteintes cutanées, à savoir l'érythème noueux, le pyoderma gangrénosum, les manifestations hépatiques, surtout la cholangite sclérosante, c'est plutôt dans le RCH. Les autres atteintes ophtalmologiques, donc de toute façon, on fait un bilan ophtalmologique systématique. Je passe. Voilà donc l'atteinte périanale qui peut être très importante avec des lésions délabrantes, des fistules avec des pertes de substances. Donc, c'est des formes sévères de maladie de Crohn. Une autre vignette, rapidement, un enfant de 13 ans donc, qui présente une asthénie, des nausées, des vomissements occasionnels et une température intermittente. Concernant le transit, il y a une alternance entre selle normale, diarrhée, pâteuse, pas de rectorragie, il y a une perte de poids quand même et un syndrome inflammatoire. Et quand on examine la région périanale, vous avez des lésions qui sont, donc le diagnostic il a été confirmé. Voilà, donc je passe. Et pour promouvoir un petit peu et encourager et réduire un petit le délai diagnostique, une étude qui a été faite et même des propositions de guidelines appelées Improve Care Now, donc ont été émendées de 2016, repris avec une mise à jour 2022. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on suspecte une MICI chez un enfant, c'est-à-dire le bilan de dépistage? Un examen biologique, on demande énumération, VS, CRP, albuminémie, une fibroscopie, écoloscopie en discutant avec le gastropédiatre, une imagerie, donc essentiellement l'échographie et l'entéroscan et l'entéro-IRM, on discutera. Et puis la calprotectine, elle a une valeur de référence, donc pour vous dire, pour attirer votre attention, donc une calprotectine fécale augmentée toute seule ne veut rien dire. Donc il faut la mettre dans le contexte clinique général. Voilà, donc dans notre contexte, qu'est-ce qu'on fait? Donc une numération, une albumine, une ferritinémie, une VS, CRP, un bilan hépatique, et une calprotectine fécale, donc il est demandé, bien que c'est un examen qui est cher et qui n'est pas remboursé. Mais un bilan normal n'exclut pas une MICI, surtout quand il s'agit d'une RCH. Donc il faut donner de l'importance au reste des examens. La calprotectine, donc cette étude-là, elle a essayé de la placer dans l'arsenal, ou bien dans les autres signes d'alarme. Ils ont repris un petit peu tous les signes d'alarme et en fonction de résultats de la calprotectine, donc c'est très petit, quand est-ce qu'il faut faire la calprotectine en cas de signes d'alarme? Donc, un enfant qui a des douleurs abdominales banales, donc il ne faut pas se précipiter sur la calprotectine, sauf si vous avez un doute. Et en fonction, quand il y a des signes d'alarme, les signes d'alarme, donc l'anémie, la perte de poids, donc une atteinte extra-intestinale, on fait la calprotectine et s'il est inférieur à 50, donc on peut arrêter là, donc ce n'est pas une colite inflammatoire. Si le résultat est entre 50 à 250, et d'ailleurs les laboratoires, ils répondent avec ces tranches-là, donc ces fourchettes-là, donc c'est douteux. Il faut oser répéter cet examen après un mois. Donc c'est pas, les signes cliniques ne sont pas très en faveur de la maladie. Et quand ils sont quand il est supérieur à 250, il faut le confier à l'endoscopie. Et d'ailleurs, quand on reçoit les malades pour demande de coloscopie, donc Abkhari peut le confirmer, on rediscute un petit peu l'indication de la coloscopie. C'est un examen astreignant sous anesthésie générale, donc c'est un ensemble, c'est un faisceau d'arguments qui nous pousse à faire l'endoscopie. Voilà l'intérêt de la calprotectine dans la pratique quotidienne, donc c'est la pratique courante plutôt. Chez l'enfant qui n'est pas connu avoir une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, c'est dans le contexte. Donc, il faut peser l'indication. Et dans le cas où le malade est connu, ça nous sert pour suivre un petit peu son évolution, parce que il peut prédire un petit peu la rechute
et quand elle est normale, donc on peut dire qu'il y a une réponse et une guérison même muqueuse. Les autres marqueurs spécifiques, c'est les ANCA et les ASCA. Donc on ne le demande pas d'emblée. C'est quand on n'arrive pas à distinguer entre Crohn et RCH. C'est des examens qui sont coûteux, donc il ne faut pas les demander d'emblée. De côté radiologique, l'échographie a une place très importante, mais il faut orienter votre radiologue. Il faut lui préciser d'étudier la paroi intestinale, de chercher cet épaississement de la paroi intestinale. L'entéro-IRM n'est pas toujours disponible. L'entéroscanner, il est irradiant. Donc, l'échogramme, et c'est pour l'intérêt d'une étude de l'extension plus que pour le diagnostic. Donc, voilà, donc, ce qu'on cherche à la radiologie, c'est l'épaississement pariétal par une échographie, plus ou moins les autres. L'endoscopie, c'est un examen donc incontournable qui permet de faire des biopsies, multiples biopsies, étagées, et avec une étude anapathe. Vous avez quelques exemples ici. Les diagnostics différentiels, pour arriver un petit peu à retenir un petit peu ce diagnostic positif d'une Mickey, vous avez plusieurs diagnostics à évoquer. Je passe en vous proposant cet algorithme. Quand vous suspectez une Mickey sur les données cliniques, en particulier une diarrhée qui est chronique avec plus ou moins de sang, vous avez une anémie, une pâleur, des lésions anopérinéales, un retard de croissance, une perte de poids. Donc, vous faites un bilan biologique. La calprotectine, l'échographie abdominale, c'est les ANCA et les ASCA avec point d'interrogation. S'ils sont négatifs, vous écartez le diagnostic d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, il faut chercher d'autres diagnostics. Si c'est positif, vous êtes devant une maladie inflammatoire. Dans ce cas-là, donc il faut voir est-ce que c'est un Crohn ou RCH, et on confirme le diagnostic par une étude endoscopique avec l'histologie, et pour l'étendue, on demande une entéro-IRM et d'adapter la prise en charge en fonction du type de la maladie. Et puis, pour arriver, vous avez ici l'arsenal thérapeutique pour vous dire la lourdeur de la prise en charge de thérapeutique. Et j'arrive, tout le monde a dépassé le temps. Moi, c'est 27 minutes. Donc, on essaie quand même, donc actuellement, on parle de traitement ciblé et personnalisé. Donc, c'est très important. La chirurgie, elle a très peu de place. On est des pédiatres, il ne faut jamais oublier la mise à jour de la vaccination, parce que c'est des patients qui seront mis sous biothérapie. Donc, c'est l'occasion de vérifier leur carnet de santé, et il faut s'intéresser également à la qualité de vie de ces enfants-là. Et le pronostic, et penser à la transition, donc, puisque en général, c'est des enfants de 15-16 ans, donc il faut penser à les passer au gastro-adulte, et il faut planifier cette transition. Donc, pour conclure, donc, c'est une maladie qui n'est pas rare, il faut savoir y penser. Donc, j'ai essayé de passer certains messages, quels sont les signes d'appel auxquels il faut faire donc attention, et quel bilan de premier abord, et puis le confier à un médecin spécialiste, puisque la prise en charge, elle est un petit peu lourde. Je vous remercie.